premier souvenir de danse? Que j'ai vu, c'est forcément les fêtes du 15 août en Grèce, où ça danse énormément, où toute la population danse, tous les âges, et les plus vieux danseurs sont souvent les meilleurs. C'est ceux-là qu'on regarde le plus attentivement pour apprendre. Et, euh, et c'est au 15 août, on était systématiquement dans un village assez reculé qui sait fêter ça avec des instruments beaucoup de cuivre, et notamment après l'instrument soliste et surtout la clarinette. Mais c'est voilà, c'est tous ceux qui vivent ces fêtes en partie pour ces fêtes et vivent en partie pour le 15 août. Et ce 15 août, ils n'ont pas envie de le rater. Donc j'ai vraiment ces souvenirs de danse collective. Et, euh, et après, mon premier souvenir de danse personnelle, c'est où je sais que moi j'étais en train de danser, c'était dans une espèce de boîte de nuit où mes parents étaient allés, j'étais avec eux, c'était une espèce de club dansant. Et puis j'ai me cherché, et puis j'étais sur la piste depuis un bon moment en train de me faire remarquer. Ouais, Ouais, la danse était, pour un enfant discret, que j'étais assez discret, était souvent une façon pour moi ouais, d'être moi-même en fait, plus librement. et c'est ça qui t'a poussé à avoir envie d'avoir une pratique de la danse un peu Il y a plus eu régulière ou poussée? plusieurs stimuli. Il y a eu des films, il y a eu des films avec des danseurs incroyables. Du genre? Il y a eu un film avec les Nuits Blanches, je crois, ça s'appelait, avec Baryshnikov, où il se retrouve dans l'URSS euh, pendant la guerre froide, et il rencontre un claquettiste américain, et c'est une belle histoire qui se tisse là-dedans. Et dans ce film, il est incroyable en tant que danseur. Et après, il y avait d'autres vidéos de danse. Euh, C'était des danseurs russes encore, mais qui étaient dans un jumelage avec la compagnie de Maurice Béjart. Et il y avait des sacrés danseurs de deux côtés en fait. Et c'était dans les années 80, et c'était vraiment incroyable. Et moi j'étais gamin et je voyais vraiment des dieux danser, quoi. Parce que, et encore maintenant, certains de ces danseurs, et je continue à les trouver magnifiques. Et du coup, avoir vu ça à cet âge-là m'a fait vraiment aussi croire que c'est, voilà, au-delà d'un plaisir, qu'il y a une dimension supérieure en fait à ça. Ouais. Et toi, t'as grandi en Grèce Oui, euh, jusqu'à 13 ans. jusqu'à 13 ans, au pied du mont Olympe. Oui. Et c'est là-bas que t'as découvert la pratique de la danse classique? En effet, il y avait alors curieusement un prof qui venait d'Athènes, c'était à 6 heures en voiture, en transport en commun aussi, de chez moi. Et il venait une fois par semaine. Et ça a été mon initiation, mon premier contact. J'avais 5 ans et j'y allais. Ma mère y allait, mon frère y allait. Et bon, mon frère et moi, on était vraiment les deux seuls garçons dans le bled, parce que vraiment c'est un bled, euh, c'est un tout petit endroit. Oui, on n'avait jamais trop entendu parler de danse classique, et c'est grâce à l'ouverture d'esprit de ma mère et de mon père, qui tous les deux étaient quand même profs de sport, et ils avaient du coup un rapport au corps savant et technique, parce qu'ils étaient aussi vraiment entraîneurs d'athlétisme, donc euh, et ils savaient que de toute façon c'était une bonne chose pour discipliner, pour forger quelqu'un. Et donc voilà, ce prof est venu pendant un an, et puis il est reparti. Et j'ai pas refait de danse pendant plusieurs années, mais j'ai commencé l'athlétisme et les longues distances. Et j'ai énormément joué au basket. Et puis à un moment donné, on a commencé à nouveau
3-4 ans plus tard, en fait, à fréquenter une école à 1 heure de chez moi. Et pareil, je prenais le bus pendant 1 heure, je descendais sur la nationale, prendre le bus une fois par semaine. Mes parents me laissaient, c'était assez. L'époque, on craignait pas grand-chose. T'avais quel âge? Là, ça, c'est commencé à 8 ans, ce truc-là. Euh, et puis je remontais en stop. Donc ça, je le faisais une fois par. Donc pour faire mon cours, je faisais 1 heure aller, le cours, 1 heure retour, plus les stops entre le village et l'autoroute, quoi, là où passait le bus. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et la 4e année, je suis allé m'installer dans la ville où était cette école. Ok. Et là, j'ai pris les cours tous les jours. Et là, voilà, là, j'ai changé de vitesse et l'année d'après, je partais en France. Ok. Et comment tu es arrivé à te connecter avec la France et à venir en formation ici? Ça a été vraiment le, le coup de chance, je dirais, puis le coup du destin. Mon père, qui est parallèlement à son métier de prof de sport, il a rapidement développé une pratique de sculpteur et son travail a été très apprécié. Du coup, grâce à ce double parcours, il a exposé et il a exposé dans un hôtel en été dans lequel il y avait des stages de danse. Et là, il y avait un prof très réputé qui était là, qui s'appelle Daniel Lemel, qui était un immense danseur, un magnifique danseur, ancien soliste des ballets du XXe siècle et ballet d'Hambourg aussi, euh, et qui a fondé le ballet du Nord en Grèce, qui arrivait dans les années 80, pile en 1980, et pendant 10 ans, il a fait énormément pour la Grèce. Et donc, il parle grec. Et ils se sont rencontrés comme ça, en Khalkidiki, on appelle Khalchidik, je crois, ça se dit en français, dans cet hôtel. Et ils ont gardé les coordonnées. Et quelques années plus tard, voilà, moi, me voilà un peu plus décidé pour la danse. Et mon père l'a recontacté. À ce moment-là, ce monsieur, Daniel Lomel, était directeur de l'École nationale de musique et de danse de Bourges. Et il a dit, envoie-moi les garçons. Et j'ai été du coup, il a été mon tuteur pendant plusieurs années. Et j'étais en internat et en famille d'accueil pendant 3 ans, pendant 4 ans. Et, et après, voilà, la 5e année, ça a été une année où l'année où j'ai eu 17 ans, où j'ai commencé mon parcours professionnel. Ok. Donc, tu as été à Bourges avec 5 ans. ton frère ou seul Oui, finalement? en fait, le premier trimestre avec mon frère. Ok. Par la suite, on va dire que ça a été un peu compliqué de concilier les deux. Le prof a tranché, il a préféré isoler le travail sur moi, en fait. Ok. Et voilà, des questions d'adolescence, des questions Ouais, bien sûr. c'était déjà beaucoup de gérer un garçon qui Et vient ouais, d'ailleurs. j'imagine, à 17 ans, parcours pro, qui te dirige vers Cannes. D'abord encore Bourges, Ouais, c'était la compagnie du coup de ce même prof d'accord. qui a abrité les deux premiers projets professionnels, mais qui ont occupé vraiment une année en fait, entièrement. Et c'était une année sur laquelle je faisais le bac par correspondance aussi, comme ça cette part était aussi bouclée. D'accord. Et justement, l'année d'après, j'avais obtenu des contrats dans des compagnies en Autriche, par-ci, par-là. Mais justement, c'était très tentant parce que en termes de rémunération, c'était parfait. Ouais. C'était ce que quelqu'un de cet âge-là veut. Mais euh, il y avait quelque chose encore à finir dans l'apprentissage, je dirais.
Et Cannes offrait ça. Cannes offrait l'expérience professionnelle, mais un suivi dans différentes techniques. Et donc même si en termes de rémunération, c'était plus, moins onéreux, enfin moins confortable, je pouvais continuer à mieux apprendre. Et on a vraiment préféré cette option. Ça n'a pas été simple à accepter. Hmm. Là, j'ai fait confiance à mon prof à ce moment-là. Ouais. Et, et je l'ai pas regretté, vraiment. Hmm. Et tu as principalement étudié la danse classique. Euh, il y a eu une approche de la danse contemporaine qui est apparue à Cannes, où tu as toujours eu un double cursus, double pratique. Justement, c'est ça qui était assez intéressant avec l'enseignement de Daniel Lommel, c'est que il avait une façon d'enseigner la danse classique qui, à travers la danse classique, il t'apprenait à analyser des situations d'ordre mécanique, analyser la composition d'un exercice, d'une demande, et du coup, dans sa façon de procéder, on était devenu assez performant à tout simplement décoder des situations. Et du coup, on pouvait décoder n'importe quelle situation, que ce soit du coup une situation de danse baroque, de danse contemporaine, même si on ne la pratiquait pas. Donc, à travers cet enseignement, du coup, j'ai pu très rapidement trouver mes repères dans la danse contemporaine, même si justement, à Cannes était vraiment la première année à presque oui, 18 ans, où j'ai touché vraiment des cours, j'ai eu accès à des cours réguliers de danse contemporaine. Et là, j'ai découvert plein de choses, mais j'allais arriver à les convertir aussi rapidement qu'ils venaient, grâce à cette façon Analytique. analytique, oui. Du coup, oui, ça ressemble à la phrase qu'on dit sers un poisson à quelqu'un, il mangera un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Il y avait vraiment quelque chose de similaire et ça continue en fait à m'aider en fait cette façon dans d'autres domaines que celui de la danse dans chaque chose que j'aborde, que ça soit quelque chose de manuel, de technique, de bricolage, De bref. musical. Oui, ouais, c'est ça. Et je pense que ce monsieur m'a appris à apprendre, m'a appris à analyser et, euh, et puis gérer aussi l'émotion d'une certaine façon. Et cette compagnie cannoise, c'est comme un jeune ballet, finalement. C'était la dernière année du Jeune Ballet International avant que ça devienne Cannes Jeune Ballet, avant que le Cannes Jeune Ballet change de lieu. Nous, on était encore dans le lieu historique du Gallia et du petit studio à Colmar. Donc j'étais vraiment très fier de cette année-là, parce que c'était une belle année, un répertoire difficile, très exigeant, des pièces costauds, vraiment, de Claude Brumachon, d'Angelin Preljocage, mais surtout John Butler, Balanchine, Georges Balanchine. Il y avait, ouais, il y avait vraiment des pièces qui te forment, vraiment. Ouais. Et dans lesquelles tu as kiffé et pris du plaisir. Dans lesquelles j'ai appris énormément. J'ai appris aussi de certaines blessures aussi pendant Ok. cette année. Donc dur. Donc, et puis ce qu'il y avait de réjouissant aussi dans ce jeune ballet, c'est qu'il y avait vraiment toutes les facettes. On n'était pas là comme des jeunes princes et princesses qui descendent d'un train, qui vont à l'hôtel et montent sur scène. Et dans tous les conforts, on voyageait en bus, on traversait la France entière. On démontait. Il y avait vraiment ce côté de
vivre son art, le fabriquer, c'est Hmm. être responsable aussi d'un démontage, être responsable d'un accrochage, voilà, et j'ai trouvé que ça, c'était une très belle part de cette année, où on t'apprend vraiment tout ce qu'il y a autour de ce métier, qui est respecter les accessoires, prendre soin de tout ce de tous les partenaires, en fait. Toutes les personnes ou objets autour de nous. Et il y avait vraiment ça. Ça a été une très très belle année, et puis qui a tissé des liens très très profonds avec des gens. Inaltérables, oui. Hmm. Et combien de temps t'es resté Une seule année. À Une seule Cannes, année? oui, ça pouvait être deux. Normalement, on peut rester deux, mais j'avais déjà trouvé un contrat. Ouais, c'était où? C'était au Ballet du Rhin. Donc, Ah super, donc t'es resté en France, Ballet du Rhin. oui, ce qui était hyper drôle, c'est T'échanges la que Méditerranée contre le Nord. mon meilleur ami et Ouais, à Cannes, qui était on était ton vraiment, binôme? ouais, vraiment, on était inséparables. Il a trouvé d'abord, lui, un contrat à Bâle, Ouais. et puis par la suite, moi à Mulhouse. On savait que c'était pas si loin, mais on n'était pas non plus hyper fort en géographie à ce moment-là, je dois dire. Et puis, on n'avait pas vu à quel point c'était près. Hmm. Du coup, son contrat et mon contrat nous ont permis de continuer à être ensemble, en fait. On a été colocataires Ah ouais? pendant 3-4 ans. Et voilà, c'était un ami qui arrivait à Cannes la même année que moi. Et notre amitié a pu, voilà, a pu continuer pendant plusieurs années. C'était très chouette d'atterrir dans cette compagnie. Le Ballet du Rhin, à ce moment-là, était... et je pense qu'il y a une bonne part de cet esprit qui reste encore vivant. Vraiment, il y avait un côté famille. Hmm. D'arriver, on s'occupait de toi. Il y avait déjà beaucoup de responsabilités en tant qu'interprète. Le directeur vraiment testait beaucoup les gens, était généreux, donnait des opportunités de développement. Et puis, il y avait une politique de plusieurs distributions. Vraiment, c'est pas s'occuper d'une distrib ou deux pour, qui aurait pu suffire, en fait, tout simplement. Mais au contraire, là, systématiquement, on travaillait trois distributions. Donc, tout le monde allait sur scène dans plusieurs rôles. Donc, ça a été la meilleure école Hmm. que je pouvais imaginer. Euh, Donc on est dans un format ballet avec combien de danseurs en fait? il y avait 32, je crois, Donc quelque chose 32 comme ça. danseurs et un Et répertoire ouvert, large. hyper large quand même. Euh, dans la première année, on a dansé. Dans le printemps, il y avait un Gisèle, Mhm. version classique, Ouais, par exemple. Mais avant, il y avait Félix Ruckert, ok, dans une soirée partagée avec Claude Brumachan. d'accord, Et juste avant ça, on avait fait le programme Dance de Lucinda Childs. d'accord, Et puis des pièces de Hugh Holmgren qui tournaient. ok. Et puis des programmes parallèles aux interstices de ça. Mhm. Des programmes, des plateaux ouverts que Bertrand Datt avait, euh, avait mis en place, dans lesquels les danseurs Bertrand pouvaient... Datt, le directeur de l'époque. Le directeur de l'époque, qui était pour moi une personne très généreuse en, en, en stimuli, encore une fois. Peut-être ça a été oui, quelqu'un qui m'a proposé de voir des films, de lire des livres, d'écouter Hmm. des musiques. Et ça a été une amitié bon, voilà, je me suis dit, voilà, ça c'est chouette en fait, de nourrir quelqu'un de cette façon. Et j'étais vraiment preneur à ce Hmm. moment-là. Je ne voulais que ça en fait. Et, euh, et c'était aussi mon inconfort aussi, c'est à quelle vitesse j'apprends à chaque endroit où je suis. Donc je pense qu'il faisait de son mieux aussi pour me Hmm. nourrir. T'es resté 4 ans là-bas. 4 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à continuer de t'envoler vers d'autres contrées? T'avais senti que peut-être
Tu avais fait un peu le tour, tu avais envie de nouvelles aventures, de continuer à te challenger? Il y avait un peu de ça et en fait, tout simplement, quelqu'un qui se sent bien quelque part, il n'a pas envie forcément de partir. Moi, j'étais pas malheureux, dans cette compagnie, et j'aurais pu continuer d'une certaine façon. La chose qui a fait que j'ai changé 2 fois de compagnie, au Ballet du Rhin et au Ballet de Genève, c'est, heu, la relation que pouvait avoir le directeur du ballet avec le directeur de l'opéra. Mmh. Donc, à l'époque, voilà, il y a eu, Bertrand Datt n'avait pas forcément feu vert si facilement avec certaines choses, et il était contraint. Et je sentais que la programmation l'était aussi, subissait du coup. Et moi, je voulais pas laisser le temps passer. Mmh. Donc, de cette façon, voilà, à l'époque, le Ballet de Genève était une compagnie non seulement resplendissante, mais avec un répertoire qui m'intéressait, que j'avais vraiment envie de vivre. Et voilà, j'ai changé de compagnie à ce moment-là. Et, euh, et ça a été 2 très belles années, mais pour des questions très similaires. Mmh. J'ai changé encore de compagnie. Et c'était ces raisons-là, mais aussi le fait que, contrairement à l'activité très très intense de changement de programme que pouvait avoir le ballet du Rhin, le ballet de Genève restait plus centré autour de certaines pièces. Il y avait 2 programmes par an, par exemple, et le reste Ouais. était les mêmes pièces en tournée d'une certaine façon. Et pareil, là, je me sentais assez proche de mes meilleures années. Ouais. Et je voulais voilà, éprouver davantage d'aventures. T'avais envie d'en bouffer, quoi. Voilà, Ouais. j'ai quitté le confort qu'offrait cette compagnie qui était voilà, incroyable, de suivi, de prise en charge médicale, de super conditions, pour voilà, avoir une, profiter d'une autre richesse, la richesse d'une expérience artistique plus intense. Et du coup, ça a été formidable qu'au ballet de Lyon, il y ait des places pile à ce moment-là. Et comment ça s'est passé la rencontre là-bas? Il y a eu du changement dans la compagnie, Oui, non, des avec, places qui s'ouvrent, des rencontres? on se connaissait déjà. Ouais, J'avais déjà failli intégrer la compagnie plus tôt que ça. d'accord. Et ça s'est pas fait pour des questions calendaires, en fait, Ouais. très, très. Et puis c'est pas grave, parce que sans ça, j'aurais pas dansé le répertoire que j'ai pu danser à Genève, qui était quand même intéressant avec Saburo Teshigawara, Ouais. dans lequel aussi j'ai pu danser certaines pièces de Dominique Bagouet, comme Jours étranges, Hmm. qui sont très présentes encore en moi, et Stochnel ou d'autres choses, des belles pièces de Sidi Larbi Cherkaoui qui étaient très amusantes pour le Hmm. public, généreuses, enfin, des pièces exaltantes du grec Andonis Phoniadakis. Donc ça a été vraiment des très très belles années. Et par contre, le timing me semblait parfait en Hmm. 2008 d'intégrer le ballet de Lyon. Et y rester pendant 6 ans. Et pareil avec, franchement, de toutes ces années de ballet, toutes compagnies confondues, il n'y a pas une saison que je me dis cette saison, elle était terne. Ou, j'ai vraiment profité de chaque saison, et je pense avoir anticipé une quelconque lassitude ou une quelconque. Parce que quand on aime ce métier, on ne veut pas se retrouver Hmm. fatigué de ce métier. Et on protège ce qu'on aime. Comme on protège une personne. Et si on sait qu'on ne veut pas dire quelque chose qu'on pourrait regretter, donc des fois c'est mieux de sortir Hmm. et revenir. Donc pour moi, voilà, c'est protéger un peu ces belles années, c'était aussi de, de, de les vivre intensément, et puis ne pas prolonger outre mesure quelque chose qui avait été pleinement goûté.
Donc quand même, en accumulant toutes ces expériences, ça fait presque 15 années dans des compagnies avec aussi un rayonnement international. Je me rappelle des tournées magnifiques de l'Opéra de Lyon ou de l'Opéra de Genève avec un répertoire quand même assez incroyable et super stimulant. Et nous, on s'est rencontrés un peu après ta sortie de l'Opéra de Lyon. Et je me rappelle de ta pratique pédagogique que tu nous avais partagée avec l'équipe de Yuval Pic avec qui on travaillait à l'époque au CCN de Rieux. Et ce qui m'avait particulièrement, moi, touché dans ton approche, et maintenant je comprends, ça doit faire écho à, ce mentor pédagogue qui t'a amené à Bourges. Ça a été pour moi déformaliser quelque part la danse classique pour la reconnecter à un mouvement un peu inné et sensé. Et c'est aussi, il me semble, tu me dis si je me trompe, à ce moment-là aussi que tu commences à générer, à continuer en tout cas de développer ton propre travail, ton approche créatrice du mouvement. C'est ça. En fait, il y avait une pratique qui était quasi quotidienne jusque-là, mais, mais comme voilà, quelqu'un qui est curieux, mais qui sait et qui sent que c'est pas encore le moment d'en faire autre chose. Donc je peux dire que ça faisait au moins 9, 8 ans à peu Mhm. près, 8, 9 ans que j'improvisais en fin de journée, que je creusais, que je cherchais, que je traînais dans les studios pour mieux me connaître en fait, Mhm. parce qu'il y avait des choses que je sentais, mais j'avais envie de commencer à les dompter et, et, puis, euh, et puis aussi me connecter à un autre moi, à une autre danse que celle qu'on me demande. Mhm. Même si les danses qu'on me demandait occupaient toute ma journée et m'épuisaient. Mhm. Donc dans ce sens-là, à ce moment-là, voilà, ça a été très important pour moi de voilà, faire vraiment face à cette question. Est-ce que la création ou est-ce que la recherche, tout simplement, sont une voie qui, euh, qui est la bonne et j'ai pris du temps en fait pour produire des choses en fait Mhm. par pudeur, par prudence, par exigence aussi sans doute. Euh, mais cette première année, par exemple, sortie de l'opéra, mes contrats étaient avec Catherine Diveres. C'était une année dans laquelle j'ai beaucoup accordé de temps à cette recherche, et notamment avec un ami commun, je pense, Kylian Madeleine, qui était un danseur-chercheur qui adorait beaucoup la recherche. Et j'ai comme un rêve dont on se souvient et qu'on aime, voilà, qui nous laisse un souvenir hyper doux. Et ben, nos premières recherches et nos rencontres dans le studio sont des souvenirs ouais, qui me sont très très chers. Et de cette année-là, de cette première année de gestation sans doute, ont découlé plusieurs pièces en fait, des impros, des matières générées, parce que je documente une bonne partie, pas systématiquement tout, mais une bonne partie, encore une fois pour comprendre, parce que Mhm. des fois je ne suis pas assez conscient entre l'analyse de l'intellect et voilà, enfin, des fois je peux me faire défaut et je suis pas si bon analyste en fait par rapport à ce qui s'est réellement passé. Donc le support de vidéo en fait m'a
non seulement servi, mais encouragé et m'a aidé à voir et comprendre aussi comment je pouvais travailler avec des gens aussi. Donc et même, je dirais que ce support vidéo et tout ce qui va avec, comme le montage, a été une façon de penser la danse aussi, et une façon de penser le mouvement par fragments. Et donc, oui, j'ai commencé à croire en quelque chose qui me semblait stimulant, Hmm. qui était bon à faire, agréable, bon pour l'interprète. Et, euh, et puis, euh, et puis voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose à résoudre qui n'était pas encore résolu et, que, et, que, et que ça allait être un... En fait, j'ai l'impression que je suis encore en train de dérouler la même pelote d'une certaine façon depuis. Ouais, tu es dans la recherche constante, euh, mais tu fondes cette compagnie, la compagnie Strat, dans lequel tu crées des pièces que tu interprètes aussi, avec des artistes comme Kylian et comme Ashley, comme Vera. Comme Vera, en fait, j'ai été vraiment très chanceux d'avoir été toujours très très bien entouré. Il y a eu Carline Marion qui a dansé le premier duo magnifiquement. Hmm. Il y a eu Ashley Wright par la suite, Vera Gorbacheva, Lida Verne, Jamil Attar en musique et en danse. Par la suite, Nathan Freiermuth, euh, euh, Clémence Dieny. Et là, on est dans une équipe avec à nouveau où je me retrouve gâté, entouré de très très beaux interprètes. Je vais les citer la composition: Sarah Tan, Lazare Huette, et Alex Blondeau, Julie Charbonnier, Alexis Gestin. J'oublie Denis Denis Terrasse, Terrasse. avec qui en fait on partage une longue histoire parce qu'on a été collègues pendant 6 ans au Ballet Ouais. de Lyon. Euh, et il y a à nouveau Didier Impact avec qui je ne sais pas combien de pièces on a fait ensemble, ça doit être au moins la 8e. Ouais, ok. Il y a une histoire de fidélité, de... Qui t'accompagne à la musique sur cette pièce. Ouais. Et puis c'est la deuxième fois aussi que je collabore avec Laetitia Ernaud. Ok, avec Laetitia Arnaud. Et voilà, donc À la musique aussi. à la musique, je peux citer aussi une très belle rencontre qui est Seijiro Murayama, avec qui on a fait 2 pièces Mhm. en collaboration avec Didier. Euh, et, euh, et oui, en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, on a envie de à nouveau tous les réunir, Ouais. en fait, de faire du... Mais voilà, nous vivons dans une époque rationnelle et puis déjà avoir réuni là 9 interprètes Ouais, est une, c'est un gros challenge. est une belle chose et pas Hmm. si légère à soulever. Oui, parce que tu passes du plateau à l'extérieur aussi, de pièces avec de nombreux interprètes, musiciens au plateau, en retrouvant des formes ou autour du trio dans lequel toi aussi tu vas t'impliquer. Là, tu décides d'être sur cette pièce prochaine. D'ailleurs, on est au CDCN de Roubaix, au gymnase, en fin de processus de création. Tu décides là d'être chef d'orchestre euh, à l'intérieur en étant musicien. Euh, euh, qu'est-ce que ça réveille en toi d'être à la musique et de voir ces interprètes se déployer dans des jeux que tu as conceptualisés, pensés, dans lesquels tu as joué avec nous et fantasmé, projeté, mais que tu accompagnes
de manière musicale, avec un regard bienveillant. Ben, c'est déjà une preuve de confiance à cette équipe artistique qui n'a pas besoin de mon soutien sur le plateau, côté danse, pour que le plateau vibre. Donc, s'il n'y a pas besoin, Ouais. pourquoi irais-je? Mm. J'irais sans doute au début de la pièce pour ouvrir le bal d'une certaine façon. Mhm. Mais d'une certaine façon, sans, pour ouvrir la salle. Et puis pour que chacun après puisse continuer. Mais d'être à la musique, c'est encore une fois dire la même humeur. Pour moi, c'est dire l'humeur deux fois. Mhm. J'aurais pu la dire côté danse, mais vous la dites. Les interprètes la disent. Donc, je trouve que c'est chouette d'aller en fait convoquer les sons maintenant qui peuvent aller. Et puis c'est des choses qui me plaisent et que j'ai envie aussi de creuser en précisant, en, je les comprends mieux aussi. Ouais. J'improvise beaucoup à la guitare en fait. Ce sont des styles musicaux. Certains morceaux, ils sont coupés au couteau, mais d'autres sont des longues plages Mm. où on peut dérouler un jeu dans des gammes et qui sont un tout petit peu pensées en fait comme la musique orientale ou des ragas ou des choses Mm. dont la logique même se déploie dans le temps, qui ne peuvent pas être calibrées comme un morceau efficace de 2 minutes 30 ou 3 minutes. La pièce est composée de 2-3 petites scènes Mm. de cette façon qui sont censées apporter un impact, mais j'aime beaucoup me mettre dans cet autre jeu qui est un plongeon, qui est en fait une quête d'unité en fait. Pour moi, c'est la dimension musicale. On peut vivre l'unité du côté de la danse et quand ça arrive, voilà, il y a une énorme gratitude par Mhm. rapport au bonheur que ça a été de partager quelque chose avec un partenaire ou un moment d'unité avec une salle, avec un lieu, avec un son, avec quelque chose qui est juste, qui vibre à son endroit. Et en fait, vivre ça du côté de la musique et me donne, me provoque encore une émotion encore différente en Mm. fait. Comme c'est un miracle supérieur car c'est pas mon endroit premier et je suis encore à l'endroit de l'étonnement. Ouais, tu redécouvres. Il y a des choses, oui. Je ne suis pas un musicien formé. Je n'ai Ouais, pas ouais. fait le T'es conservatoire. autodidacte. J'ai commencé à 18 ans à gratouiller Mm. des choses, des morceaux, des airs, et puis vraiment sans trop de partenaires de jeu. Donc j'ai vraiment une approche très Mm. personnelle et qui n'a jamais eu vocation en fait de Mhm. se professionnaliser. Donc c'est depuis que quelques années je dirais oui, que 8 ans Mm. que ma musique rentre dans certains projets. Dans certains projets euh, que, pour lesquels tu crées la bande son, tu as créé aussi des bandes son pour d'autres projets, pour d'autres chorégraphes, projets vidéo aussi que tu mènes. Oui, j'ai fait des petites choses, oui, Mm. des petites choses, mais là, les bandes son sont quand même, celles de la compagnie sont quand même signées sous le nom de Didier Ambach, puisque c'est Mm. quand même, voilà, ma participation est là, certes, à un certain endroit, mais voilà, la musique, c'est quand même lui Ok. qui est évidemment dans une discussion par rapport aux besoins du. C'est lui qui la signe. Ouais. Voilà, Bah, Didier qu'on recevra aussi dans le podcast. Euh,
cette pièce, Black Hat Dialogues, a, questionne le blackout, hein, qui est apparu à LA, À New York, en New York, 77, ouais. New York 77. Et on a sans doute eu d'autres, peut-être aussi à Ouais, je LA. sais pas pourquoi, ça m'a fait écho, moi, aux émeutes de Watts, Mm. euh, dans ce moment un peu de crise. Mais tu nommes aussi l'unité des danseurs qui sont au plateau. Euh, du coup, ce blackout, dans les années 70, c'est ça, à Nueva York, euh, je sais que t'as un goût, j'allais dire, pour les US, dans le style vestimentaire, dans ta passion pour le basket. Et pas que, Et pas que, beaucoup de monde. aussi dans le style musical aussi beaucoup que tu joues, même si c'est sous beaucoup d'influence. Euh, la littérature aussi que tu me partageais. Vraiment, je pense que il y a un pourcentage. Enfin, si on pouvait quantifier le pourcentage, voilà, un enfant qui grandit dans les années 80 en Grèce, euh, il reçoit tellement de films, tellement de séries, tellement de. En fait, vraiment, tous mes héros étaient noirs. Hmm, Que ce soit des musiciens jazz, que ce soit des musiciens funk rock, que ce soit des sportifs. Voilà, moi j'ai pas compris pourquoi. Tu vois, une partie de moi, évidemment, la culture grecque, elle est dominante chez moi, hmm, mais ouais, je dois te dire que beaucoup de mes héros et de, et de mes rêves hmm, ont été aussi. Parce que c'est un ailleurs, en fait, hmm, aussi. C'est un ailleurs que j'ai tardé à découvrir et dont je découvert qu'une toute petite partie. Et c'est un ailleurs qui continue à faire rêver pour des, par rapport à ses déserts, par rapport à ses distances, par rapport à, en fait, encore une fois, une dimension spirituelle qu'offre le paysage hmm, américain, je dirais. C'est en ça que, à part les super-héros hmm. ou les super sportifs qui te donnent envie de faire comme eux étant petit, j'ai été vraiment subjugué par les espaces, par l'immensité, par les espaces, euh, mais aussi vraiment par l'idée d'un ailleurs, quoi. Quand j'étais petit, je dessinais des hockeyeurs Hmm, en plein match. C'était le seul, enfin, un sport qui n'existe pas en Grèce, quoi. hmm. C'était l'ailleurs, d'une certaine façon. La glace, Ouais. la glace, et puis enfin, des choses comme ça. Ouais, je trouve ça drôle, mais c'était un. Puisqu'on on organise l'échappatoire, on organise la ligne de fuite, peu importe où on est, Hmm, à moins qu'on ait tout. Moi, j'étais à un endroit chouette, là où je vivais. Mais n'empêche qu'on qu'on exprime encore un ailleurs, peu importe où on est. hmm. C'est pas de l'insatisfaction, c'est le Bien sûr. besoin de rêver. Et cette question du blackout, ça questionne aussi la lumière. De qui tu t'es entouré pour la lumière, pour cette création? Joël Danjard est une amie, on se connaît du quartier où on vit tous les deux. Ok. Nos enfants étaient à la crèche, ils continuent à être dans la même école. Et je savais voilà, qu'elle faisait ce métier de régisseuse de lumière. Et voilà, l'occasion est venue à un moment donné. Quelqu'un ne pouvait pas assurer une date et puis je lui ai proposé. En fait, on a eu énormément plaisir à travailler ensemble et puis depuis on continue de faire ça et sur plusieurs projets. Donc là, voilà, c'est un dialogue euh, et, euh, et puis on se découvre. C'est c'est notre première grosse création d'une certaine façon. Jusque-là, on a eu à affronter des reprises, des pièces déjà créées. Euh, donc oui, c'est un apprivoisement, une rencontre. Hmm. On a eu la chance de commencer ce processus de création directement avec
voilà, toute l'équipe, je dirais artistique et technique sur quelques jours de création grandeur nature. Euh, après c'est peut-être 2 années hein, de process. On a notre première, la première de Black Hat Dialogues à Clap Maison pour la danse de Marseille. Euh, Ça te fait quoi de retourner à côté de la Méditerranée et présenter ce projet-là? Mais la Méditerranée, je pense honnêtement que pendant la semaine de travail qui nous attend, On le verra pas trop. moi je la sentirai, mais je la verrai peut-être pas. Ok. Mais ça me fait énormément plaisir par contre de retrouver cette maison qui est vraiment inscrite dans mon cœur parce que c'est une maison qui a exprimé sa confiance à des moments très importants. Pour la première du Solo 1000 en Mhm. 2017, qui était un objet dansant un peu insolite et auquel moi je ne savais pas si vous pouvez faire confiance ou pas. Et cette maison a fait confiance et ça a lancé des choses derrière. La pièce continue à être en tournée dans des lieux sélects et, cette confiance a été réitérée une année après en 2018 à nouveau pour la première de plateau. Euh, donc ça a été un endroit un endroit qui a pris soin de nous, qui nous a offert des situations de réaliser en fait des projections qui toutes les deux étaient ambitieuses ou en tout cas dans lesquelles il y avait quelque chose qui attendait aussi Mhm. un accompagnement, Ouais. la confiance de quelqu'un. Parce que évidemment un artiste, je pense qu'à un moment donné, euh, sent un potentiel, mais manque aussi de distance ou de recul par rapport à ce que c'est réellement et quel peut être le rapport à un public. Et en fait, quand voilà, des gens avec un regard aussi savant, aussi bienveillant, capable de mettre des mots avec prudence et avec expertise, tel que Michel Kéléménis a su le faire, ben c'est voilà, je peux dire que ce monsieur a pris soin, non seulement par l'outil qu'il a offert et l'occasion, mais aussi par les mots en fait qu'il choisit pour nommer en fait. Et en ça, voilà, je trouve que c'est une belle histoire qui a commencé en 2017 et je suis content qu'elle reprenne là. En Volontaire. 2024. Oui, et volontairement aussi, pendant plusieurs années, je me suis senti très chanceux d'avoir pu montrer année après année des projets. Et j'ai été aussi dans la retenue avant de reproposer des choses d'une certaine façon, pour que ça tourne, mais aussi pour que le désir de se retrouver soit encore plus grand, Ouais. d'une certaine façon. On présente Black Hat Dialogues le 3 février à Marseille et ensuite on se dirigera vers Paris à la Cité internationale le 8 et le 9. Tout à fait. Et présenté à la capitale, c'est super cool. Dans le cadre en plus de ce festival, festival Fait divers. T'as déjà présenté au festival Fait divers? Non, mais nous avions montré Plateau Ouais, dans un festival qui s'appelle Festival Bienfait et qui est du coup dirigé par la même personne, Christophe Martin, de ok. Micadence. Et, euh, et encore une fois, voilà une personne dont l'accompagnement m'apprend en fait ce que c'est accompagner, ce que c'est donner la confiance à quelqu'un. Et, euh, et donc, Christophe Martin et Mika Dance, non seulement ils ont coproduit la pièce, accordé une enveloppe qui était conséquente, euh, mais
il a programmé cette production, mais aussi avec les mots qui vont avec aussi, avec l'envie que quelque chose soit converti, que peut-être ça soit une étape de franchie, et que ça soit son souhait, que ça soit quelque chose émis comme ça. Forcément, c'est comme un vent euh, vigoureux dans les voiles d'un petit bateau qui cherche Hmm. à trouver sa trajectoire. Et ben là, ça l'a aidé. Et donc, baume au cœur Hmm. que de sentir que quelqu'un pense que c'est chouette de croire en toi à ce moment-là. Hmm. Génial. Black Hat Dialogues, prochaine création de la compagnie Strat par Monsieur Harris Gekas en tournée dans le monde entier 2024, 2025, 2026, 2030. Espérons-le. Espérons-le. Je projette aussi loin dans l'avenir. Qu'est-ce que, comment tu vois l'avenir, toi? Hein, l'avenir de l'humanité, l'avenir de... L'avenir. Euh, c'est... moi, je suis en pleine crise de la quarantaine déjà, et je vais gérer le maintenant. Non, non, en fait, justement, en fait, les événements funestes récents dans mon entourage direct m'ont vraiment fait voir la vie très différemment et, euh, et puis me dire qu'en fait, il y a beaucoup d'années qui se sont passées à la vitesse grand V et qu'en fait, c'est pas toujours si simple de ralentir, Hmm. euh, mais, mais, euh, mais que voilà, j'ai deux enfants, que j'aurais pu voir plus euh, dans les saisons précédentes. Et cette saison-là en cours, j'arrive à les voir beaucoup plus. C'était pas un choix, ça s'est fait comme ça. Le planning a fait en sorte. Et voilà, c'est un bonheur que ça sera compliqué à nouveau, je pense, de retrouver les les rythmes anciens. Hmm. Et en fait, tout simplement, je pense que, et c'est ce qui est au cœur du travail, euh, j'aime bien que les gens prennent soin les uns des autres autant que possible. J'aime bien les solutions, j'aime bien les problèmes parce que c'est une occasion pour trouver des solutions. Mhm. Quelque part, d'une certaine façon, problème évidemment, gentiment, les problématiques plutôt, ou des choses qui font que des gens se mettent à faire des choses ensemble. Et je crois beaucoup en nos forces. Là, je pense qu'il y a énormément de malentendus dans le monde entier euh, qui sont, qui traduisent un mal profond, qui traduisent des mécaniques à totalement défaire. Et je pense que voilà, une métamorphose s'impose, Hmm. mais ça s'improvise pas non plus. C'est quelque chose qui se travaille. Et nous, on a la chance par ce métier de le pratiquer, de le vivre au quotidien. C'est même la base Hmm. de accepter ce que ce métier fait de toi ou fait et te propose comme changement systématiquement grâce à l'altérité, grâce aux collaborations, grâce à tout ce qui intervient en fait sur ta surface corporelle, auditive. Enfin, c'est voilà, c'est d'une richesse. On devient très malléable, on devient du coup d'une certaine façon apte à réagir avec. On arrive à absorber pas mal de choses et je trouve que ça donne une certaine qualité que après voilà. On aimerait que le monde soit en partie comme ce cadre de travail qu'on essaie d'inventer. Évidemment, c'est pas si simple, mais je crois en ses capacités.
mais je crois qu'il faut s'accorder un temps conséquent en fait pour ça. Et ceux qui ont une longueur d'avance sur les bonnes idées, sur les bonnes choses à faire, je pense qu'il faut qu'ils comprennent que ça nécessitera énormément de temps en fait et de bienveillance pour que la lumière puisse circuler. Voilà, comment voir l'avenir. Je ne suis pas un pessimiste par nature, mais pas non plus un optimiste. Mais quand je vois certains efforts des jeunes générations, je me dis, voilà, ça, c'est un bon, ça peut marcher, ça peut se mettre, ça peut, ils ont envie. La question, c'est jusqu'où les gens restent combatifs. C'est ça ma préoccupation. Je suis admiratif des gens qui, à 60 ans, à 70 ans, restent révoltés, vont au combat, vont au débat, essayent encore de provoquer des choses. Et cette chose-là, j'espère que j'ai une impression que de nos jours, ça, justement, il y a une forme de ça. Il y a un endroit où peut-être la combativité est calmée ou matée, peut-être, si j'ose le terme, et ou endormie. Il y a 1000 moyens de nos jours de nous endormir, très doux, invisibles. Et j'espère, en tout cas, que ce danger sera un peu plus identifié plus vite et que les gens sauront réfléchir un tout petit peu plus par eux-mêmes et se révolter par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et avec vigueur. Merci Aris Gekas.